Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 12e webinaire du CRESEB. Donc aujourd'hui, le temps d'échange, il est consacré à la restauration écologique passive des berges de cours d'eau, donc méthode de restauration qui s'appuie sur la recolonisation végétale spontanée après travaux d'aménagement. Donc Yvan nous précisera un peu plus en quoi ça consiste. Donc cette présentation va se faire à trois voix, par Yvan Bernays, Yann Laurent et puis Elven Lanoé de l'Institut Agro. Et donc, ils vont nous rendre compte de leurs travaux scientifiques et de retours d'expérience sur des différents sites étudiés en Bretagne. Donc, à l'issue de la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, 40 minutes max, parce que si on fait des petites questions intermédiaires, nous aurons un temps d'échange donc autour duquel vous pouvez vous poser vos questions oralement, en prenant la main, en levant la main, le petit symbole lever la main, mais vous pouvez aussi les poser dans le chat et puis on vous donnera la parole. Voilà, donc ne pas hésiter comme ça, et aussi dans les échanges, à intervenir pour des questions, mais aussi faire part de vos témoignages par rapport à des actions que vous menez sur vos terrains de gestion. Voilà, et donc je remercie donc nos trois intervenants et je donne la parole donc à Yvan qui va donc démarrer cet exposé. Bonjour à tous, merci d'assister donc à ce webinaire du CRESEB. Donc, je suis Yvan Bernays, donc chemise noire à un bout de l'écran. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous parler de restauration écologique passive des berges et rives de cours d'eau à partir des enseignements du projet Berceau, donc financé par la région de Bretagne, et d'autres projets en paysage agricole intensif. Donc on est trois intervenants du groupe de travail restauration écologique à l'Institut Agro. Donc, moi-même, suivi de l'intervention de Yann Laurent et d'Elven Lanoé. Donc, le groupe de restauration écologique à l'Institut Agro s'intéresse à la restauration écologique le long des cours d'eau et des petits fleuves côtiers, au sein de l'UMR Décode, l'UMR INRAE, IFREMER, Institut Agro, mais également en écologie urbaine avec l'UMR BAGAP. Donc, nos travaux datent déjà maintenant d'une vingtaine d'années. Ça va faire 20 ans qu'on s'intéresse à la restauration écologique passive. Donc, je vous donne rapidement le contexte. Auparavant, on avait de l'expertise en aménagement des cours d'eau depuis les années 80, dès le début des chantiers de rivière qui ont émergé, notamment dans le Morbihan, à ces époques-là. Et en parallèle, donc, la naissance du laboratoire d'hydrobiologie à la Broderaie. Et donc, nos premiers tests in situ, donc vraiment au bord des cours d'eau en restauration écologique passive, ont commencé en 2004. On a suivi des explos intégrales de berges, de ruisseaux bordés de prairies en Normandie. On a mis une convention avec la CATER, qui est donc l'homologue de la TVB en Bretagne. Donc, il y a peut-être des gens de la CATER qui nous suivent aujourd'hui. Et les premiers résultats publiés, c'était au démarrage de ces tests de restauration écologique passive. Et puis, quelques années, 2009, le temps que les lignes poussent sur le deuxième article cité. Là, donc, vous pouvez accéder facilement à ces documents où vous pouvez nous les demander. Donc, qu'est-ce que la restauration écologique passive? Donc, c'est un travail qui est basé sur l'observation de la composition des communautés végétales spontanées donc dans le cadre de travaux. Alors, qui dit restauration écologique dit a priori intervention humaine. Sauf que là, on a rajouté l'adjectif passif, donc une forme d'oxymore. Donc, c'est passif, on regarde, donc on n'intervient pas. On regarde quoi? On regarde la communauté végétale pousser. Donc, au final, c'est quand même une restauration. Et qui est-ce qui est actif là-dedans? C'est la communauté végétale qui fait le travail. Donc, c'est bien un choix de gestion. Et en fait, c'est un outil supplémentaire. Il ne s'agit pas de se substituer à des choses qui marchent, mais c'est une manière d'avoir un outil de plus pour aménager les cours d'eau ou autre. On va le voir dans ce qu'on fait à l'Institut Agro. Donc, la restauration écologique passive de berges depuis 2003 en Normandie, c'était quoi? C'était surtout de la mise en exclos suite à des problèmes de divagation de bétail. Là, sur la gauche, vous avez quelques photos de berges déstructurées ou un troupeau qui traverse le ruisseau. Et puis, donc, on a suivi la colonisation spontanée en
entre la lame d'eau et la clôture donc, qui a été mise pour empêcher le bétail de divaguer. Il s'en résulte en fait des distributions très particulières de la végétation, et notamment des ligneux qui ne sont pas forcément positionnés là où on les aurait plantés. Et ça nous a permis d'observer sur cet observatoire de recherche en environnement de l'INRA, dans Basse-Normandie, même du reméandrage passif, au bout d'un moment, lié à la présence de ces ligneux, qui peuvent faire obstacle, notamment quand ils sont situés en pied de perche. Donc, on a suivi l'évolution de ces travaux-là sur le terrain, avec des relevés de végétation. Vous allez voir des détails tout à l'heure présentés par Yann et Elven, mais également à partir de photos aériennes ou de photos de drone. Donc là, par exemple, vous avez les vignettes du haut, 2002-2012, 10 ans d'intervalle, avant travaux et 8 ans après travaux. On voit bien que le cordon boisé a recolonisé la berge au milieu de la prairie. Donc le cordon de droite, c'est un talus de ceinture entre culture et prairie. Et puis, donc, on a fait des suivis photos, des suivis photos au bord du cours d'eau, avec toujours des repères visuels dans le paysage. Donc là, vous avez les ronds verts qui vous indiquent des arbres repères, et puis on peut voir, on peut recadrer la photo, faire un observatoire photo qui nous est bien utile parfois. Alors, les définitions et les termes employés, comment se positionne la restauration écologique passive par rapport aux autres définitions d'aménagement? Bon, là, c'est notre définition. On a essayé de faire quelque chose de très simple. Donc, quand on parle de restauration sans adjectif, pour nous, c'est un aménagement classique. Ça peut très bien être du fascinage, du renrochement, l'intervention mécanique active. Quand on parle de restauration écologique, on fait intervenir le vivant, donc par et pour le vivant. Donc on peut se servir en fait des plantes pour restaurer, typiquement quand on va faire des bouturages de sol, des choses comme ça. Et pour le vivant, pour de la biodiversité, pour favoriser aussi une forme de naturalité. Donc notre propos aujourd'hui, c'est restauration écologique passive qui s'appuie sur la résilience des communautés végétales spontanées. Donc on exclut le semis et la plantation, mais on s'autorise à intervenir si on veut modifier la succession, si on considère qu'on n'obtient pas ce qu'on voudrait en termes de revégétalisation de la berge. Donc l'énergie est mise dans le suivi et dans l'entretien, donc pas dans les actions de plantation ou de semis. Et puis vous entendrez parler de plus en plus de libre évolution. Donc pour nous, il s'agit d'une restauration écologique passive, mais souvent à une autre échelle, et puis avec un arrêt des interventions, contrairement à la définition en rouge au-dessus. Donc on n'intervient plus du tout. Ça peut être un exclos intégral, et c'est souvent dans des espaces et des temporalités plus grands. Donc voilà comment on positionne les définitions. Après, vous pourrez trouver d'autres formes de définitions, mais nous, c'est ce qu'on utilise pour avoir un discours assez simple. Donc, l'Institut Agro, le groupe REIA, va travailler en tête de bassin versant, comme vous venez de voir, aussi sur les lacs de barrage. Donc, vous allez avoir un exposé d'Elven Lanoé sur l'arasement des grands barrages de la Célune. Ce sont les deux photos en haut, aux extrêmes gauche et droite, sur les travaux de la Célune, dans la retenue et en amont des queues de retenue. Donc, on intervient sur ces méthodes également sur les gravières en Dordogne. En ce moment, là, il y a des travaux de reconnexion d'anciennes gravières avec le lit majeur de la Dordogne. On va voir donc des remises dans le Talweg, donc photo en bas à gauche. Donc, on a expérimenté en Basse-Normandie. Avant le projet Berceau, on avait commencé à suivre des remises dans le Talweg des techniciens de rivière sur notre observatoire de recherche en environnement, donc sur le BV de la Célune, ou un affluent de la Célune. Mais on a également la restauration écologique passive en milieu urbain. Donc là, on a une ancienne route qui est transformée en voie verte, et donc le gestionnaire a décidé juste de déstructurer les asphaltes. Et nous, on suit en fait les communautés végétales spontanées, donc tout ce qui pousse dans ces interstices de bitume. Donc ça peut faire partie en fait de méthodes, d'outils qui sont utilisés dans d'autres contextes. C'était pour illustrer ça. Donc, pour la remise dans le Talweg, on a démarré une expérimentation in situ sur notre ORE, et donc ça a été publié également, donc avec Yann qui va vous présenter donc les remises dans le Talweg de Berceau, qui était le premier auteur de cet article dans la revue Techniques, Sciences et Méthodes. C'est pareil, c'est disponible, vous pouvez les citer ou aller la chercher. Donc là, nous, notre travail, ça va être
regarder ces remises dans le Talweg et puis de voir comment ça évolue entre la lame d'eau et la clôture. Donc, on voit que ça répond assez vite. Et puis, vous avez quelques premiers résultats en fait, dans cet article. Donc, voilà, moi, j'en ai terminé pour l'introduction. Si jamais il y a des choses pas claires, vous pouvez vous manifester. Je peux répondre ou clarifier quelque chose si nécessaire. Sinon, je passe la parole à Yann Laurent sur la remise dans le Talweg. Josette, je te laisse surveiller parce que moi, Ouais, non, a priori, il n'y a pas de questions dans le chat, mais si quelqu'un a vraiment une question, notamment de compréhension, avant qu'on poursuive sur les autres exposés de Yann et Elven, n'hésitez pas, hein, on peut se donner quelques minutes. Et sinon, ben, on échangera à la fin des deux exposés. Non, mais je pense que du coup, on peut peut-être continuer au moins sur cette partie-là. Bien, très bien. Bonjour à tous, moi c'est Yann Laurent. Donc, moi, je vais vous exposer un petit peu la mise en œuvre de la REP dans le cadre de travaux de restauration dans remise en Talweg. Alors, pourquoi les remises en Talweg? Parce qu'en fait, c'était une action qui était commune aux différentes structures de gestion des cours d'eau. Et en fait, ces suivis scientifiques et expérimentaux ont permis de faire un état des lieux en fait, du fonctionnement de la restauration écologique passive. Donc en fait, vous pouvez voir le territoire sur la gauche de la Bretagne sur lequel ont été établies ces expérimentations. C'est suivi, donc on voit que c'est principalement sur l'Est breton, dans 3 départements différents, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Alors pourquoi pas dans l'Ouest? Pour cause de Covid, en fait, où les déplacements étaient un peu compliqués, et notamment les contacts. Donc en tout et pour tout, c'est 11 cours d'eau qui ont été suivis sur 4 années, dans des contextes paysagers différents. Vous voyez sur la droite, des milieux boisés, des prairies de fauche, des espaces, on va dire, communaux, et puis aussi des pâtures. En fait, nous avons mis en fait, sur les différents cours d'eau, nous avons installé des stations d'échantillonnage. Et à chaque station, on a disposé, ces stations faisaient 15 mètres, on a disposé des cadras sur chacune des 2 rives, des cadras d'une longueur de 15 mètres et d'une largeur de 1 mètre, qui souvent, en fait, cette largeur de 1 mètre était définie par des clôtures. Dans ces cadras, on a regardé d'une part les ligneux, on les a comptés, les ligneux spontanés, et on a aussi regardé l'ensemble de la communauté végétale. Et en plus de ces communautés végétales et des ligneux, on a aussi regardé différentes variables explicatives, soit des variables liées au dimensionnement du cours d'eau, ou encore des variables liées à l'environnement du cours d'eau et les aménagements réalisés sur ces cours d'eau. Alors maintenant, je vais vous parler des principaux résultats. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur l'ensemble des cours d'eau étudiés, il y a un recrutement de 19 espèces ligneuses, 19 espèces qui sont venues spontanément. On peut voir les 3 photos. Là, sur les 3 photos, déjà, on va regarder celle de gauche. Ce qu'on peut constater, c'est que déjà, dès la première année, en fait, il y a déjà un recrutement très important des ligneux qui est réalisé sur la plupart des cours d'eau. Les petites étiquettes blanches, en fait, elles sont associées à une plantule. Et puis, on peut aussi constater qu'il y a une croissance très dynamique, assez rapide, puisque si on regarde les 2 photos de droite, on voit que la photo en haut, c'est 2 ans après les travaux de restauration, et celle d'en dessous, c'est 5 ans après. Donc, on voit tout de suite la dynamique de croissance des végétaux. Ici, dans ce cas-là, on est sur des saules. Toujours en parlant des ligneux, là, je vais plus particulièrement parler des 3 espèces qu'on retrouve le plus à l'issue des travaux de restauration, qui sont l'aulne glutineux, le frêne commun et le sol roux. En fait, vous avez là un graphique qui représente le nombre d'individus observés
par type d'habitat adjacent aux zones d'échantillonnage. Bon, le chiffre qui est dans le carré, là, c'est le nombre de ruisseaux concernés. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, d'une part, c'est qu'en fait, il y a une différence entre les milieux boisés et les milieux ouverts dans les espèces recrutées. Dans les milieux boisés, c'est surtout le frêne, et dans les milieux ouverts, c'est principalement l'aulne et le saule. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans les boisements, le recrutement est beaucoup plus faible, alors que sur les milieux ouverts, on a des recrutements plus importants qui sont différents en fonction des milieux adjacents. Ce qu'on montre ici, c'est en fait c'est l'effet de la proximité des ligneux, des arbres matures sur le recrutement de certaines espèces, enfin, des 3 espèces dominantes. Et on peut voir qu'il y a des différences de comportement, puisque les espèces dont les graines vont être plus lourdes vont être plus proches en fait, des arbres matures, alors que par exemple le sol roux, qui lui a des graines très légères, va pouvoir se disperser beaucoup plus loin. Donc on va avoir une influence plus importante en fonction du type d'espèce recrutée et présente dans l'environnement. Juste pour préciser, hein, en noir, on a une proximité par rapport à un arbre mature donc de la station d'échantillonnage inférieure à 15 mètres, et puis ensuite on s'éloigne au fur et à mesure 15, 30, 30, 60, au-delà de 60 mètres. Alors là, je vous parle principalement de l'ensemble des communautés végétales. Au total, sur l'ensemble des cours d'eau, on a 266 espèces différentes, avec un minimum de 48 espèces pour certains cours d'eau et un maximum de 96 espèces. Donc on peut voir, quand on regarde un petit peu, si on compare les communautés végétales en fonction des habitats qui sont à proximité, on peut voir qu'il y a vraiment une distinction entre les milieux ouverts et les milieux fermés. Par exemple, si on prend les prairies de fauche en bleu et les boisements qui sont ici représentés en rouge, on voit bien que les 2 communautés sont distinctes. Mais entre les milieux ouverts, il n'y a pas vraiment, il y a un fort recouvrement en fait des communautés végétales. Il n'y a pas vraiment de distinction bien observée. Dans cette diapo, ce que je montre, ce que nous montrons en fait, c'est que on a vu qu'il y avait une distinction des communautés végétales entre les milieux ouverts et les milieux fermés, mais aussi une distinction des communautés végétales en fonction des caractéristiques physiques du cours d'eau. Si on regarde les diagrammes qui sont dessous, enfin les camemberts, on voit que par exemple, sur les milieux ouverts de berge basse, on va avoir tendance à avoir une communauté végétale qui va tendre vers des espèces appréciant, enfin plus adaptées à des milieux aquatiques. Alors que sur les espèces de berge haute des milieux ouverts, on aura plutôt des espèces rudérales ou des espèces de prairies. Et puis en milieu fermé, bah, évidemment, les espèces dominantes vont être les espèces forestières. Voilà, donc on voit qu'en fait, il y a une grande diversité de cas, et que cette grande diversité de cas, elle amène une grande diversité de réponses des communautés végétales. D'où le rôle de la connaissance des communautés végétales pour avoir des indications sur la restauration et la gestion des berges. Et l'idée, c'est, enfin le souhait que nous avons par la suite, c'est de créer un protocole simple à destination des gestionnaires de territoire pour établir un diagnostic des travaux et de la gestion des berges réalisés. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelques questions rapides? Oui, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main s'il y a des questions là par rapport à notamment au grain. Ah oui, je vois je crois que c'est Dominique que. Oui. J'avais une question concernant la longueur de la station, c'est-à-dire que sur chaque cours d'eau réaménagé, vous faites juste une station de 15 mètres pour faire les comptages. Et est-ce que, d'après vous, c'est suffisant ou insuffisant, ou est-ce qu'il en faut 15 mètres? Je sais pas. Quel est le protocole un petit peu plus précis là-dessus? Ce 15 mètres, ça me semble un peu court, mais maintenant, je ne suis pas botaniste non plus. Hein.
Alors, Dominique, en fait, il y a plusieurs stations qui sont installées sur les cours d'eau. Il y a 12 à 15 stations installées par cours d'eau. En fait, on a au minimum, on a 100 mètres linéaires de suivi de végétation et lignée. Et l'idée d'un protocole simple, ça serait justement de diminuer ce nombre de stations d'observation, mais sans entamer la qualité de l'observation. Là, c'est un protocole de recherche, et pour pouvoir le transférer, il faut qu'on simplifie, là, comme c'est marqué sur cette diapo de conclusion. Et vous avez déjà une idée à peu près d'après les résultats, si vous avez fait 100 mètres d'investigation, ça fait, je sais pas, ça fait 7 stations, enfin, je ne sais pas combien de stations sur chaque cours d'eau, mais est-ce que vous avez une idée du nombre minimum qu'il faudrait de tronçons de 15 mètres pour pouvoir être à peu près pertinent? La simplification du protocole, elle va tenir compte aussi du temps dont disposent les techniciens de rivière chargés de mission sur ces observations-là. Et on souhaiterait le simplifier peut-être avec 5 stations par remise en Talweg ou des choses comme ça, mais c'est à tester encore ça. On est encore là, on est plus sur entre 10 et 20 relevés. Donc, on voudrait, ça prend beaucoup de temps et on voudrait pouvoir diminuer ça. Okay. Merci. Et juste pour compléter la question de Dominique, c'est que vous voudriez quand même que ces données-là puissent quand même, vous, être exploitées d'un point de vue scientifique aussi, enfin que ça puisse rentrer dans vos... que les conclusions ne soient pas détériorées, quoi, c'est ça. Il faut que ça puisse répondre à ça aussi, si j'ai bien compris. L'idée, c'est quand même d'appréhender cette biodiversité qui a été suivie, là. Ne pas perdre cette qualité-là, mais le fait d'intégrer un protocole simple dans un réseau de techniciens de rivière, donc plusieurs cas, là on est sur 10 en recherche, ça prend du temps. On pourrait imaginer qu'un protocole simple qui soit relevé par les techniciens de rivière, dans le cadre d'un suivi, au lieu de faire des travaux, on fait des suivis, c'est un peu l'idée de la restauration écologique passive. Et puis que la somme de ces suivis dans les 4 départements bretons puisse alimenter une base de données suffisamment intéressante pour travailler statistiquement là-dessus. Donc on veille à ce que ce protocole simple reste de qualité suffisante pour faire les suivis. Et le fait de travailler sur plusieurs sites dans cette diversité de cas, ça peut permettre sans doute de travailler de cette façon-là. C'est un peu la suite qu'on voudrait donner à ces travaux. Oui, ce serait en plus une forme de science participative, quoi. Oui, mais avec des gens qui connaissent... Oui. Avec des gens des scientifiques de terrain, en fait. Les rivières, elles sont à même de compter les arbres, les jeunes arbres, etc. Donc oui, ça peut être un protocole de grande qualité, et puis en échange transversalement entre le réseau de gestionnaires et le réseau de recherche. Donc là, on teste en lien avec les techniciens du premier projet Verso, là. On teste ce protocole simple là, dès 2023-2024, on va essayer de faire des essais. Peut-être, c'est Romain, là aussi, une toute petite question de compréhension. Yann, du coup, les rangs des cours d'eau là qui ont pu être investigués, c'était des cours d'eau de rang équivalent où il y a eu des travaux qui ont été étudiés, ou alors il y avait différents types de rangs. Enfin, vous avez parlé de têtes de bassin versant tout à l'heure, mais est-ce que c'était exclusivement sur les têtes de BV, là, le protocole? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a des différences observées aussi sur les cortèges de végétaux en fonction des rangs de cours d'eau qui sont restaurés? Ouais, on le voit sur la diapo, en fait. Effectivement, il y a les têtes de bassin versant, donc c'est surtout en général ordre 1, ordre 2, quoi. Mais on a eu des cas avec des ordres 3 ou 4. Souvent, c'est un peu comme... On a un peu agi aussi, un peu comme les techniciens rivières qui prennent les opportunités là où elles sont, en fait.
Et donc, du coup, comme on avait voulu faire un travail sur un type de travaux commun, on a eu la chance d'avoir en fait différents ordres de cours d'eau, différents gabarits. Là, on le voit par exemple, si vous voulez, celui qui est à gauche là sur la photo, là, c'est un petit ruisseau qui fait 1 mètre de large et 40 cm de profondeur. Et celui qui est à droite, il fait 2,70 m de large et il fait plus d'1 mètre de profondeur. Donc, effectivement, on constate qu'en fonction du gabarit du cours d'eau, on va avoir des différences de communautés végétales. Et souvent, les cours d'eau qui sont plus, on va dire, plus grands, s'il y a des zones d'écrêtage qui sont réalisées, en fait, avec des pentes douces et parfois enfin, une mosaïque de pentes douces et de pentes hautes, en fait, là, la communauté est plus diversifiée, avec celles qui vont être sur les pentes douces en contact de l'eau plus facilement, alors que celles qui vont être au-dessus vont plutôt avoir un caractère mésophile, quoi. Ok, merci. Du Donc, coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir continuer. ça m'enlève Ben. Tiens, je te mets ta diapo. Donc là, on va avoir une grande remise dans le Talweg. Oui. Effectivement, je me présente, je suis Alban Noé et donc au sein de l'équipe ici présente, donc j'ai suivi une restauration écologique passive appliquée, donc cette fois à l'échelle d'une grande vallée fluviale, et en vous présentant donc quelques éléments concernant la recolonisation végétale spontanée, qui s'est opérée suite à l'effacement d'un grand barrage sur le fleuve Sélune en Normandie. Donc, une présentation rapide du projet. Donc, le fleuve Sélune est un fleuve qui s'écoule dans la Manche, en Normandie, et dont l'embouchure se situe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est un bassin versant agricole relativement intensif, et sur lequel il a été identifié des enjeux de conservation, notamment des poissons diadromes. Et donc, depuis un siècle, il y avait donc 2 grands barrages hydroélectriques implantés dans l'aval du bassin versant et qui entravaient donc la continuité hydrosédimentaire et écologique. Donc, pour des raisons économiques comme écologiques, a été décidé d'effacer ces 2 entités avec donc la possibilité de restaurer l'accessibilité à 70% du bassin versant pour la communauté piscicole. Et pas seulement d'ailleurs, mais par contre, ça représentait donc aussi une opération à haut risque, hein, puisque une importante quantité de sédiments s'était accumulée en amont des barrages, donc avec une forte probabilité de fuite massive et des enjeux forts comme les habitats qui étaient situés à l'aval, et également donc la proximité avec la baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est un projet qui a donc voilà, je vais vous en parler un peu plus précisément. Donc, la première étape a constitué donc à vidanger la retenue, évidemment. Donc, ça s'est établi par différentes étapes de vitesse variable, on va dire, et donc qui génère une sorte de gradient longitudinal et qui s'applique aussi effectivement latéralement. Donc, pour cela, donc, on a, nous, cherché à suivre les communautés végétales justement en mettant en place un suivi longitudinal et latéral, donc qui permet d'observer la variabilité des communautés. Parmi les facteurs qu'on suppose de forte influence, on a pu repérer l'existence d'une variabilité de texture des sédiments, notamment des sédiments très fins, fertiles, qui se sont déposés dans le fond du lit et à l'amont de la retenue, à partir dans la queue de retenue, là où les courants commençaient à ralentir. Et puis, on a sur les versants qui étaient inondés, donc des substrats plutôt grossiers, avec pareillement une gradation longitudinale et latérale. Donc, ça représente quand même près de 20 km de rive et l'exposition de près de 160 hectares, 150 hectares.
Donc voilà, ça c'est juste illustratif pour montrer un peu ce que ça peut donner quand on vide la retenue sur la partie amont, où là on est sur la queue de retenue, donc on a des sédiments exposés à 100% constitués d'alluvions. Et puis voilà ce que ça peut donner aussi dans la partie aval, où là on a un peu de tout. Voilà, c'est juste illustratif. Donc, ce projet, comme je l'ai dit, il y avait un fort enjeu concernant la fuite des sédiments. Donc, il y a eu des opérations d'ingénierie civile, avec notamment du dragage nautique dans la partie aval de la retenue et des curages terrestres, dits terrestres, donc effectués depuis la rive, qui consistaient à prélever les sédiments dans le fond du lit et les stocker plus haut sur la rive. Ils en ont profité pour effectuer aussi un reprofilage des berges de manière à les calibrer pour contenir différents types de crues. Et puis aussi localement, il y a eu quelques initiatives, que ce soit par des collectivités locales ou des acteurs locaux, des paysans qui ont cherché à donc, gérer les végétations. Et donc voilà, en termes de bilan, ce qu'on peut voir, c'est que finalement la revégétalisation a été très rapide. Les premières plantules apparaissaient dès les premiers mois, avec un recouvrement quasi complet à 80-90% de l'occupation du sol au bout d'une dizaine de mois. Et puis la saison, donc on passait d'une communauté pionnière à une communauté pérenne en 1 à 2 saisons. On voit que là, on a une revégétalisation complète depuis l'amont jusqu'à l'aval et depuis les hautes berges, depuis les versants jusqu'à la berge, notamment dans la partie aval. Et donc, on a pu, grâce à ce suivi aussi, montrer que il y a eu un recrutement important en termes de diversité floristique, avec près de 300 espèces, relativement variées, puisqu'on avait des herbacées plus ou moins hygrophiles et une trentaine de ligneux, et notamment quelques espèces patrimoniales, et en l'occurrence assez peu d'espèces exotiques envahissantes qui ont été largement contenues par la végétation indigène. Et puis, fait intéressant aussi, c'est que le recrutement qui s'est opéré est donc, comme je l'ai dit, varié et constitué d'espèces qui occupent des strates différentes et qui présentent des caractéristiques variables en ce qui concerne les capacités d'ancrage et de maintien des berges, par exemple. Donc, ce qui permet d'avoir une complémentarité fonctionnelle à l'échelle de la vallée, toujours avec en tête cet enjeu qui est de limiter l'érosion. Et fait aussi intéressant finalement à l'échelle de la vallée, c'est qu'on a pu observer la genèse d'une certaine mosaïque de végétation. On n'a pas de tout, on n'a pas quelque chose d'hyper homogène. On a quand même repéré qu'il y avait certaines formations qui revenaient, des invariants de ce genre, avec quelques variations de l'amont jusqu'à l'aval. Et donc là, ici, on est sur la partie amont, en queue de retenue, où on a essentiellement de la plaine et des végétations de type mégaphorbiaire. Dès qu'on arrive plus vers l'aval, on commence à voir apparaître les versants accompagnés de plaine. Et là, on a une diversification des communautés avec une forte latéralisation où on peut repérer quelques cortèges. Donc, on a des végétations herbacées, des végétations ligneuses. Et le positionnement de certaines communautés à des côtes particulières pour lesquelles on peut suspecter un effet vidange. Voici encore donc, sur d'autres stations encore situées plus à l'aval, où on a une assez grande diversité de formations végétales, avec parfois une juxtaposition de situations xérophiles et hygrophiles. Voici encore un autre exemple où on a encore des communautés différentes. Et puis là, la dernière des stations, située la plus en aval dans la vallée de Lausanne. Voilà, donc on a une alternance encore de communautés ligneuses et herbacées. Et donc parmi les différents facteurs qu'on a pu repérer, donc probablement un effet vidange, un effet texture du sol, mais on a aussi pu mettre en évidence une forte influence des travaux eux-mêmes sur l'évolution des végétations. Et là, à titre d'exemple, je vous montre, donc ça c'est une station qui a fait l'objet d'opérations de reprofilage.
et où on peut constater que finalement les opérations de travaux n'ont pas été homogènes partout et ont laissé quelques espaces sans intervention, où on repère ici, donc là je les ai repérés à l'aide des codes couleurs, où on voit qu'on a des espaces laissés libres en bleu près de la rive de la berge, sur la rive en noir et à la jonction avec le versant en blanc. Et donc partout où le tractopelle n'est pas intervenu, finalement, on a une recolonisation spontanée des milieux qui est assez étonnante quand on ne connaît pas l'histoire ou quand on n'a pas la possibilité de retracer la chronologie des événements. Donc voilà, donc on a l'émergence de communautés ripariennes, ligneuses, à Saule Blanc ou à Saule Roux, Saule Marceau et Aulne, là où le tractopelle n'est pas intervenu, et au sein d'une matrice donc, qui est composée là essentiellement d'orties, de battoirs, de palaris. Et donc en termes de bilan, ce qu'on peut constater, c'est que l'approche par une restauration écologique passive ici a été une réussite par rapport au premier enjeu qui était le maintien des sédiments. Et on constate qu'au passage, c'est l'occasion de constater l'existence d'une mosaïque de végétation qui est tout à fait intéressante et qui permet à cette vallée de constituer finalement un important réservoir de biodiversité. Voilà, je vous remercie. Des questions? Merci Alven. Donc s'il y a des questions, peut-être juste avant Dominique, avant de te passer la parole, je vois une question dans le chat de quelqu'un qui n'a pas dont le micro marche pas. Donc est-ce que la restauration écologique passive pourrait générer une charge supplémentaire dans le quotidien des techniciens de rivière? C'est une question de Reda, qui doit être technicienne de rivière. Est-ce que donc... En fait, la restauration écologique passive, le principe, c'est d'être passif, en fait. Mais il peut s'avérer que effectivement la question peut se poser. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas la mettre non plus partout, parce qu'elle va impliquer forcément une dynamique végétale, des successions végétales et un recrutement notamment ligneux. L'idée, c'est, si on laisse faire, c'est aussi d'avoir une ripisylve, en fait, à la fin. Et il s'avère que des fois, il y a des exploitants agricoles qui exploitent leurs parcelles, qui ne veulent pas du tout avoir une ripisylve en plein milieu de leur champ, parce que souvent, la remise en talvègue implique qu'on soit non plus en bordure de champ, mais dans le champ ou dans la prairie. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux avoir en amont une discussion avec l'agriculteur, savoir où est-ce qu'on va avec la restauration écologique passive, de manière à ce qu'on puisse avoir l'aval de l'agriculteur et que, justement, on ne soit plus derrière obligé d'intervenir pour débarrasser les arbres, revenir avec une tractopelle, parce que l'agriculteur ne voulait pas d'arbres initialement, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, la surcharge de travail. Ce n'est pas vraiment une surcharge de travail, c'est surtout, en fait, une discussion avec l'exploitant lorsqu'on va mettre en place les travaux de restauration des cours d'eau, de remise dans le talweg, pour justement éviter derrière une surcharge de travail des hein, non oui, tu confirmes. Oui. Et tu veux rajouter? Oui, alors l'idée dans les définitions qu'on proposait aussi, c'était de mettre l'énergie, donc éventuellement l'argent, ce qu'on ne met pas en plantation, ce qu'on ne dépense pas en plantation, qui souvent ne fonctionne pas. On a fait quelques suivis dans le cadre de berceaux de plantations catastrophiques en bord de rive. Donc, en plus du gain donc, de naturalité, d'espèces spontanées, du fait d'économiser de l'argent à planter, donc on va pouvoir gagner du temps à ce moment-là, sur cette phase-là. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on préconise, c'est quand même une forme de suivi pour savoir ce qui pousse. Et puis éventuellement, si le désir, c'est d'avoir des arbres le long du cours d'eau, peut-être apprendre à détecter des plantules
recrutement spontané qui fonctionne bien, ça peut être intéressant donc d'avoir des gens qui sont formés, qui passent un peu de temps à regarder ça. Donc l'idée du protocole simplifié, on en a discuté avec pas mal de techniciens hein, dans le cadre de Berceau, c'est on sait que le temps est compté, qu'il y a assez peu de temps donné pour le suivi. Donc là, nous, on prône en fait une forme de suivi et effectivement, on essaie de tenir compte de ça dans le protocole qu'on voudrait construire, dans le protocole simplifié qu'on voudrait construire. Pour pas qu'il y ait trop de temps consacré à ça, mais suffisamment pour comprendre le fonctionnement. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Ça, mais oui, ça prendrait un peu de temps, forcément. Et éventuellement, corriger la trajectoire. C'est pas le même temps et pas forcément au même moment, mais c'est à prévoir, comme tu le disais. L'intérêt qu'on voyait dans les discussions qu'on avait, c'est que pour le suivi des ligneux, si on reprend le cas des ligneux, qui intéresse souvent les gens en berge, nous, on préconise aussi des observations hivernales quand toute la strate herbacée en fait, a fané, quand les annuelles ont disparu. Et on peut repérer en fait, les jeunes ligneux plus facilement. Et il peut y avoir des moments, des temps en fait, où les techniciens de rivière sont moins pris par des travaux printaniers, estivaux. Il peut y avoir des périodes comme ça où c'est plus favorable, c'est plus facile de faire un comptage de ligneux. On est sûr de ne pas en rater. Peut-être à des moments où il y a un peu moins d'activité, c'est surtout une activité administrative, avec des moments où il y a moins de terrain. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Nous, on fait des suivis à l'automne, par exemple. L'automne ou en hiver de ces lignes. Après, il faut aussi se former. Donc là, on ne l'a pas évoqué, mais on a vu une journée à Berceau de formation à la restauration écologique passive, d'apprendre les méthodes qu'on vous a décrites, de le faire avec des techniciens. Et là, il est question de refaire une en Ille-et-Vilaine et pourquoi pas avec les autres départements bretons sur des sites de Berceau ou d'autres sites qu'on aurait sélectionnés. Donc, sur la carte qu'avait présentée Yann, hein, effectivement, on est désolé d'avoir été polarisé sur l'est de la Bretagne. On a fait des prospections vers l'ouest, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout on n'a pas eu le temps, en fait, ni la possibilité, les autorisations d'aller aussi loin dans la période donnée. Ce qui est un peu dommage, mais on souhaite bien participer à des observations un peu plus loin, dans le centre-Bretagne, dans le Finistère notamment. Donc, je pense que vous avez bien répondu à la question de Reda, puisqu'elle vous remercie. Et il y a donc Dominique Aubredane qui voulait poser une question. Oui, même deux. Mais la première, concernant la cellule, je voulais savoir si cette végétation naturelle qui s'est implantée, est-ce que c'est plutôt de la banque de graines qui était dans les sédiments ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Parce que vous avez parlé de ça tout à l'heure, des différentes espèces rencontrées qui dépendaient de la proximité des arbres avoisinants. Et là, je voulais savoir si vous aviez quelques éléments de réponse sur ce sujet-là, concernant la cellule. Oui, alors effectivement, on peut suspecter en tout cas qu'il y ait différentes sources possibles entre l'hydroporie, donc qui viendrait de l'amont du fleuve, les différents affluents et probablement de l'anémochorie aussi, donc qui viendrait des paysages environnants et probablement la barochorie, donc par gravité. Depuis les forêts de pente. Donc pour l'appuyer, c'est pas forcément évident. Ce qu'on a pu constater en regardant la latéralisation des ligneux sur les versants, c'est qu'on a effectivement un recrutement de taxons non pionniers, on a des taxons pionniers partout, et on a des taxons non pionniers vraiment à proximité des forêts de pente. C'est-à-dire que là, et comme on a fait des relevés dans la forêt de pente, on sait qu'on a les mêmes taxons, les mêmes espèces. Donc, on suspecte une colonisation de proche en proche, donc, soit par ruissellement ou par chute gravitaire sur ces secteurs-là.
Après, il y a effectivement, pour la plupart des pionnières comme le saule et l'aulne, elles ont une durée de vie dans la banque de graines qui est très très faible. Donc en fait, on peut suspecter des colonisations. Alors les deux peuvent être par hydrochorie ou anémochorie, des dispersions de la saison, en tout cas favorable juste avant. En général, l'exondation était vers le printemps, donc, et c'est des espèces qui ont tendance à se disperser juste avant. Par contre, il peut y avoir un effet. Donc ça, on peut estimer que c'est des espèces qui se sont dispersées depuis des sources. Alors, il y a quelques aulnes dans les forêts de pente, il y a quelques saules, mais il y en a sans doute aussi beaucoup à l'amont. Donc, ça a pu être promené par le fleuve et déposé. On peut imaginer que les graines ont été un peu poussées vers les marges du plan d'eau qui, en s'abaissant, a déposé progressivement ces taxons, en l'occurrence. Sachant qu'en plus, la vidange, elle s'est fait à des rythmes variables. Certaines fois, les niveaux d'eau ont été maintenus, donc ça a pu favoriser la germination des graines. Et c'est pas forcément facile en fait de savoir d'où elles viennent. Mais pour des végétations vraiment d'ourlets riverains, donc phalaris, toutes les espèces de mégaphorbiae, là on peut supposer une influence des affluents aussi. Ouais, donc c'est ce que j'allais dire là. Vous avez les articles qui ont été produits là, sur la Célune, et vous voyez le plus récent, le 2021. Donc on est allé voir aussi les effets de 5 affluents qui arrivent directement dans la vallée, donc perpendiculaires au cours principal. Et on a constaté donc une influence de ces affluents qui sont bien plus petits en termes de surface de sous-bassin versant que l'amont du cours principal de la Célune. On est en centaines de kilomètres carrés, tandis que là, on est sur des petits affluents qui font quelques hectares, voire moins pour certains. C'est de l'ordre 1 qui arrive directement, mais qui peut avoir son rôle en termes de biodiversité. Donc, c'est éminemment complexe. On a choisi de vous le présenter là parce qu'en fait, les remises dans le Talvec de Yann, elles représentent environ 300 espèces sur les 10 remises en Talvec suivies. C'est à peu près la même chose pour Elven. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de fonctionnement, mais on a c'est le même type de suivi. C'est restauration écologique passive, on garde les communautés végétales et on peut l'adapter en fait à différentes échelles. On peut imaginer des différences sur des grands étangs de minoterie, par exemple, qui pourraient être vidés sur des situations intermédiaires un peu entre des remises en Talvec de tête de BV par rapport à la Célune. Mais il s'agit des mêmes protocoles et finalement des mêmes espèces, donc des mêmes méthodes. La même logique aussi de travaux. C'était ça l'idée aussi, de montrer que les petits systèmes peuvent nous apporter beaucoup et inversement, on peut apprendre aussi des gros travaux. J'avais une deuxième question parce que tout à l'heure, dans les définitions d'ailleurs, Yvan, tu avais proposé de parler de restauration écologique passive avec ou sans entretien. Et pour les tout petits cours d'eau, est-ce qu'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a aucun entretien, de se retrouver avec des petits cours d'eau encombrés et qui perdraient de leur productivité et en végétation aquatique et en poisson, parce que complètement encombrés par de la végétation qui ne serait pas, au moins dans un premier temps, je vais dire, un petit peu disciplinée pour éviter qu'il y ait des ronces, des choses qui bougent carrément le cours d'eau, et laisser le temps éventuellement à des ligneux de s'installer de façon haute pour pouvoir un peu limiter ces strates basses qui ne sont pas spécialement des indices enfin, en tout cas, qui ne sont pas toujours des facteurs de bonne production piscicole dans les cours d'eau. C'est un peu le grand dilemme en restauration écologique passive, c'est la temporalité. On est sur des systèmes, si on veut avoir de l'arbre, en passif, il faut attendre une dizaine d'années. Mais de ce qu'on peut observer sur l'ORE en Basse-Normandie, et puis sur quelques études de cas, sur Berceau, on est allé voir aussi remise dans le Talvec qui avait 7-8 ans, où
quand les arbres commencent à grandir, effectivement, la compétition est gagnée pour les herbacées. Ça prend du temps, il y a une phase de dialogue avec les propriétaires. Mais ça vaut le coup quand on voit les résultats sur Vallée Auberge au bout de 20 ans. Là, on est dans une discussion avec un des propriétaires qui a sa stabulation en bois granulé. Donc, il veut exploiter en fait la ripisylve en bois énergie. C'est à 300 mètres du siège d'exploitation. Et la fonction de maintien de berge est acquise. S'ils recoupent les aulnes ou les saules qui ont poussé, ils repartiront en CP. Ils vont réouvrir le milieu, donc ça va peut-être réenfricher. Et actuellement, en fait, les rives de ce ruisseau qui a 20 ans de restauration écologique passive ne sont plus enfrichées comme ça a pu être dans les premiers stades. Il y a forcément un stade critique, il faut discuter. C'est un outil, on n'est pas obligé de faire ça partout. Après, ça dépend aussi de la relation avec le propriétaire. On est en cours d'eau non domanial, on est sur des berges privées, donc on est forcément dans un dialogue. Il s'avère que dans nos travaux, de parler d'arbres avec les propriétaires, c'est un bon moyen. L'arbre est un média de discussion parce que les gens connaissent les espèces, souvent les aiment. Et il y a des choses à faire sans doute en communication là, à ce niveau-là. Moi, je te parlais de la communication avec les poissons. Ils n'y retrouvent peut-être pas entièrement leur compte quand ça se bouge complètement, même si c'est que temporaire. Quand j'entends sur des petits cours d'eau qui font 1 mètre de large, et Dieu sait s'il y en a beaucoup en Bretagne et en Basse-Normandie. Voilà. Est-ce que tu préconises quand même, en tout cas, après un repérage des ligneux qui sont susceptibles d'arriver de façon naturelle, et là, je n'ai rien contre la restauration passive, mais est-ce que tu es favorable à éventuellement un entretien quand même les premières années pour justement qu'il y ait un compromis entre la productivité piscicole et la productivité de la ripisylve? Mais là, je suis plus dans mon rôle, en fait. La gestion, la rivière, elle est mieux connue par le technicien de rivière localement ou par les conventions avec des associations de pêche, des choses comme ça. C'est sûr qu'il faut essayer de comprendre comment les systèmes fonctionnent et évoluent. Après, on est dans des systèmes où on peut limiter l'évapotranspiration grâce à la végétation. Alors, la végétation peut pomper de l'eau aussi, mais on peut avoir aussi des effets de refroidissement grâce à cette végétation. Donc, ce qui peut être bénéfique aux poissons. Et on constate qu'on n'a pas quelque chose de toujours très homogène. Donc, l'effet mosaïque, on peut le rencontrer aussi sur les têtes de bassin versant. Et on avait souvent peur au départ de ces expérimentations in situ se retrouver avec une Soley monotone sur les 3 ou 4 km d'explos d'un ruisseau, mais ce n'est jamais le cas. On a toujours une forme de diversité d'habitats qui peuvent avoir plusieurs raisons, comme Yann l'a montré. Ça va dépendre des sources proches de ligneux, ça va dépendre de la gestion adjacente des parcelles, c'est-à-dire en fonction de ce que fait le riverain, si c'est de la prairie de fauche ou s'il y a du pâturage, ou même parfois on a des cultures. Et de toute façon, le rythme de chaque exploitant ne va pas être le même. Donc, c'est pareil pour le type de clôture. En Basse-Normandie, on avait à peu près 3 quarts de clôture électrique et 1 quart de clôture barbelée. Ce n'est pas du tout la même réponse, évidemment, puisque quand on a une clôture électrique, on l'entretient. Et le barbelé, ça peut ressembler plus à un laisser-faire et un enfrichement. Donc, ça va être très variable et pas forcément gênant pour le poisson qui arrivera à se faufiler dans l'habitat adéquat. Mais en fait ça dépend des contextes, quoi. Et puis, il y a un côté bon sens. Le suivi, en fait, que l'on préconise, ça permet aussi de surveiller. Et on n'est pas obligé de surveiller tous les jours.
On voit bien que ça répond vite, mais on n'est pas obligé d'y retourner à chaque saison. Il peut y avoir un rythme de suivi. Hein. Tu me contredis, Yann, mais Non. on n'est pas obligé d'y aller tout le temps. Quoi. Nous en sciences, on a essayé de suivre de manière très précise le temps du contrat Berceau, mais après, une fois que ça s'implante, on peut décider de venir tous les 2-3 ans vérifier que tout va bien. Donc, je pense que c'est un moyen de mieux connaître sa rivière. Voilà. D'autres questions? Je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a des techniciens rivières ou autres qui, notamment peut-être qui sont plus à l'ouest de la Bretagne, mais la proposition de Yvan d'éventuellement de faire une journée de terrain. Enfin, il y en a une qui est prévue sur l'île-et-Vilaine, mais est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser? Puisque, enfin, Yvan parlait de faire éventuellement une journée par département. Enfin, voilà, si vous souhaitez réagir pendant les suites de ces travaux-là. Et peut-être que Sébastien, pour le CD35, tu peux nous dire 2 mots sur. Enfin, la journée n'est peut-être pas arrêtée pour l'île-et-Vilaine, elle est. C'est en dialogue. Voilà, mais ça se ferait plutôt à l'automne ou enfin, c'est pas encore, il n'y a rien décidé, quoi. Par rapport à La journée qu'on ferait équivalente à. Et ben, en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les retours, d'auditionner peut-être les acteurs du territoire, hein, les gestionnaires, pour voir quelles sont les disponibilités les plus favorables pour eux, en fait. Nous, après, je pense qu'il y a la possibilité hein, qu'on s'adapte, trouver une journée, même si c'est une période qui est assez intense pour nous, il y aura toujours une journée où on arrivera à caler une date dans la période un peu intense, ou même à voir, en fait, à s'arranger tous ensemble. En fait. Ça peut être... Je sais que, par exemple, souvent, ce qu'on me disait, les retours que j'avais des techniciens hier, c'était qu'ils étaient en pleine bourre du printemps jusqu'à l'automne, quoi, jusqu'aux travaux en septembre, à peu près septembre-octobre, et qu'après, ils avaient une petite période qui était moins intense entre automne, novembre. Et là, c'est encore faisable. C'est comme disait Yvan tout à l'heure, hein, on peut très bien travailler sur les ligneux, par exemple. Ça peut être en juin si eux, enfin voilà, ça après c'est à voir avec les différents techniciens rivières. On peut faire un audit par rapport à ça. Voilà. Après, à travers vous, ou la TBVB, on peut envoyer un message et demander s'il y a des gens qui sont intéressés et quelle serait leur période, tout simplement, hein, faire ça comme ça. Peut-être pour compléter, effectivement, ce qu'on s'était dit, c'était que le plus simple était de travailler avec Charlotte, collègue de la TBVB, et puis de construire autour de ça. Yvan, Yann, vous aviez évoqué des journées potentiellement dans chacun des départements. Voilà, il faut qu'on cale ça, mais je sais déjà là, pour travailler régulièrement avec les collègues techniciens, en tout cas en Ille-et-Vilaine, que ça suscite un véritable intérêt. Et il y avait eu un intérêt au moment des ateliers dans le cadre de Berceau, de toute façon. Et voilà, c'est quelque chose. Voilà, la ripisylve, c'est quelque chose à laquelle les techniciens accordent de l'importance. Et du coup, voilà, on a cette réflexion-là qui avance. Et même si on n'a pas de date encore bien arrêtée, on va pouvoir faire quelque chose. Mais plutôt, effectivement, en sortie de période de travaux. Donc, après l'été, et tant qu'on a encore un peu de végétation à observer aussi, mais plutôt dans cette période-là. Oui, en effet, c'est ce que confirme dans le chat, c'est ce que confirme Christophe Le Gall, là aussi sur le secteur du Morbihan, donc golfe du Morbihan près de Vannes, et puis aussi dans le Finistère avec aussi la TBVB et puis la CAMAB qui peuvent être des interlocuteurs pour ce type de journée. Ouais. Et c'était un peu ce qui était dit. Et effectivement, on peut, à cette période-là, on peut travailler sur la ripisylve, il n'y a aucun souci. Hein, les ligneux, de toute façon,
ils sont là, ils ne bougeront plus, sauf si on les coupe, quoi. Alors, il y avait une intervention de Stéphane Veil de la Cater Normandie. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole par rapport à votre remarque. Sinon, je la lis. Du côté de l'ex-Basse-Normandie, il semble que pour les gestionnaires, y compris les représentants des pêcheurs, on est désormais sorti de l'approche qui viserait à assurer la seule productivité piscicole des décennies passées et que les bénéfices liés au maintien ou à l'atteinte du bon état permettent d'argumenter en faveur de la libre évolution quand elle est envisageable, avec tous les enjeux évoqués, notamment d'économie d'intervention, mais avec le besoin d'arguments issus de vos approches scientifiques pour dédiaboliser le laisser-faire, la nature sale, la prolifération des malbêtes, etc. Donc, en effet, ça poursuit, ça appuie l'intervention de Yvan par des gens qui sont donc, au niveau de la Cater en Normandie. Oui, alors la Normandie a un petit coup d'avance sur nous dans la mesure où le Seine Basse-Normandie fait partie des 2 Seines en France qui font des suivis de libre évolution, où là on est vraiment dans la sanctuarisation de secteurs où on ne touche plus à rien. Donc j'ai bien dit, restauration écologique passive, on s'appuie, on laisse pousser, et on s'autorise à intervenir. Et il y a ce stade de libre évolution. Donc, il y a un réseau, il y a une chargée de mission qui s'appelle Lydie Doisy au Seine-Normandie qui travaille sur la libre évolution à 100%. Et donc, qui cartographie ça en Basse-Normandie. Et en Bretagne, on a suivi dans le cadre de Berceau des secteurs, notamment sur le Frémur, dans les Côtes d'Armor, avec Réjeanne, où on a une gestion de peupleraies en libre évolution. Donc là, on est sur une ancienne production agronomique. On ne vous l'a pas présenté aujourd'hui parce qu'on aurait eu trop de choses à faire. Donc sur cette remise dans le Talweg, en fait, c'était juste de remettre de créer des bouchons en amont pour remettre le ruisseau à l'entrée de la peuplerais, de laisser le ruisseau divaguer, et là on laisse la peuplerais tomber. Et donc nous on suit la biodiversité là-dedans. Donc c'est intéressant aussi, c'est un autre type de cas. On est dans plutôt un écosystème forestier avec un recrutement, une culture monospécifique de peupliers qui est en mauvais état, donc des chablis qui se créent, et puis des ouvertures dans le milieu avec une recolonisation spontanée d'espèces pionnières, type frêne, et pas uniquement, tu pourras préciser, Yann. Et puis des chablis qui s'installent, puisque du coup la zone qui était drainée sur les côtés se réhumidifie, et les chablis de chute, suite aux chutes de peupliers, qui créent des micro-mares favorables à des batraciens, favorables à des invertébrés, etc. Donc là, on suit aussi la libre évolution. On l'a suivi dans le cadre de Berceau, également dans le Morbihan, sur des secteurs en libre évolution depuis une quarantaine d'années. Donc ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas... il faudra un autre webinaire. Voilà, qui peut se... Mise en Talweg, qui a été le gros travail des techniciens de rivière dans la période dédiée, et qui était commune, un travail qui était commun à tous les techniciens de rivière qu'on rencontrait. Donc ça nous permettait aussi de diversifier les cas d'observation et de pouvoir vous présenter ces résultats-là dans des contextes assez variés. On aurait aimé que ça soit plus varié vers l'ouest. Mais... Juste pour préciser ces histoires de libre évolution, exploration passive, la libre évolution, parce que ce qui est super intéressant aussi par rapport à la restauration écologique passive, on voit là, sur les milieux ouverts, en fait, quand on est dans le cadre d'un milieu ouvert, on traverse des prairies, on traverse des champs, on traverse des zones agricoles exploitées, en fait, et du coup, en fait, ça nécessite une action très mécanique, en fait, du tracé, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est tracé à la pelleteuse, quoi. Alors que dans les zones plutôt fermées, des peupleraies souvent qui sont abandonnées, on peut laisser libre cours, en fait, vraiment à la nature jusqu'au bout, de faire son travail, enfin son chemin. Et en fait, on se retrouve dans des milieux fermés comme cela où on a finalement fait juste un tout petit guide pour que l'eau puisse retrouver elle-même son propre chemin et dévaler vers le bas. Et après, elle creuse elle-même son lit. C'est impressionnant.
En même pas 5 ans, il y a 20 cm de sédiment qui est enlevé sur l'ensemble de la longueur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve un tressage. En fait, dans toutes les zones boisées où l'eau, elle est vraiment, c'est elle qui fait son propre chemin. Et tous les boisements que nous avons suivis, en fait, il y a du tressage. C'est rigolo. D'accord. Bon, merci beaucoup Yann de ces précisions. Et puis donc, ouais, raison de plus d'aller voir ça de visu sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Donc, voilà, on arrive à la fin de l'horaire. On essaie de respecter aussi, hein, on avait dit de finir vers 15 heures, donc c'est impeccable. Voilà, si on peut remettre la dernière diapo, si vous pouvez la remettre, c'était juste, mais simplement parce que donc notre prochain webinaire, il a lieu le 30 juin, il sera sur l'empreinte eau, quelque chose qu'on fera notamment en lien avec les travaux de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. Donc ce sera notre dernier webinaire avant les congés d'été. On reprendra une programmation à l'automne. Voilà, ben je vous remercie donc très chaleureusement tous les trois, hein, pour votre exposé qui était très bien illustré et didactique. Et donc, s'il peut y avoir en effet des suites dans vos travaux, ce sera très intéressant. Et nous, voilà, si on va continuer sur le site du CRESEB à mettre vos références en ligne, ou au moins les liens vers vos publications et rapports. Merci à tous et donc bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir.